bonjour à tous. Donc mon nom est effectivement Mathieu Dulac, j'ai en charge le développement commercial de Medavise. Je suis vraiment heureux de pouvoir vous parler aujourd'hui et je mesure doublement la chance que j'ai puisque j'ai pu tomber le masque. Donc, avec plaisir. Si je peux durer 1 heure plutôt que 30 minutes, ça vous va aussi, que je puisse profiter de ne pas avoir le masque. Donc voilà, pour reprendre la terminologie qui était celle d'Olivier Collin tout à l'heure, on fait partie des parents de la MIMS. Je ne crois pas me tromper, Olivier, je ne sais plus ce qu'il est, qu'on était deuxième à co-signer les actes fondateurs de cette MIMS pour une raison toute simple, hein, on est des start-upers, donc on a envie de changer le monde. Et quand Stéphane Landais ou Olivier Collin viennent nous voir en disant on veut changer le monde, ah bah tiens, on va s'entendre comme larron en foire. Voilà, c'est un projet auquel on a vraiment adhéré. L'ADN du cabinet 2030, on y adhère à 200%, parce que c'est vraiment notre métier. Et pour vous présenter un petit peu ce que fait Medavise, donc on est un acteur du numérique en santé, hein, vous le verrez pendant ces 2 jours. L'innovation dans le cabinet 2030, ça prend des formes extrêmement diverses, mais il y en a une en particulier qui vient tout de suite à l'esprit, c'est le numérique en santé, et c'est le métier de Medavise. Donc je vais juste vous en dire 2 mots pour que vous sachiez un petit peu de quoi on parle. Quel est notre métier? On est acteur du numérique en santé, donc on est avant tout un éditeur de briques logicielles, et on a une première singularité, c'est que on n'est pas monotype à dérouler ou à produire un seul acte du numérique en santé. On a fait un choix très fort qui est d'investir très fortement en R&D pour avoir un maximum d'outils numériques, de briques logicielles sur étagère pour pouvoir les mobiliser sur différents parcours qu'on va voir juste après. Donc cette boîte à outils dont on sert pour créer des parcours sur les territoires, dans les établissements ou auprès des équipes de soins, c'est de la téléconsultation. Donc ça, j'imagine que maintenant vous savez tous ce que c'est. Hein. C'est une consultation qui est réalisée entre un médecin et son patient par vidéo interposée. C'est du synchrone. De la téléexpertise également. On a un module de téléexpertise qui, là pour le coup, c'est de la synchrone. C'est de l'avis, un échange d'avis écrit entre 2 professionnels de santé. On a également une brique logicielle de régulation téléphonique qui permet tout simplement d'orchestrer de la joignabilité et des disponibilités téléphoniques pour faire de la régulation des soins. On a également un module d'adressage qui permet à des professionnels de santé d'agréger des créneaux de soins non programmés et de s'adresser des patients entre eux. Et puis, on lève le voile aujourd'hui sur une dernière brique que l'on va sortir au mois de janvier, qui est une brique de messagerie sécurisée entre professionnels, puisqu'on sait tous qu'aujourd'hui, l'usage de WhatsApp et autres est extrêmement répandu au sein des équipes de soins, mais que ça pose d'énormes questions de données de santé, d'hébergement de données de santé, et bien qu'on a choisi aussi de développer ce module de messagerie. Donc voilà, ça c'est notre matière première. C'est pas notre métier, enfin, c'est forcément notre métier, mais c'est pas là où je souhaite mettre l'emphase aujourd'hui. C'est vraiment juste une boîte à outils, c'est une matière première qui nous permet de modeler des parcours. Et la deuxième matière première avec laquelle on jongle, c'est une communauté. Parce que cette boîte à outils, elle est utilisée aujourd'hui par plus de 9000 médecins sur le territoire français. On est extrêmement fiers de ce chiffre, puisque ça nous place 3e offreur national en termes de nombre de médecins utilisant Medavise, en particulier pour la téléconsultation quotidiennement avec leur patientèle. Donc 9000 médecins utilisateurs, ça c'est notre deuxième matière première également, puisque notre métier, donc c'est là où j'y viens, c'est que notre métier est plutôt... après avoir construit cette matière première d'un brique logicielle, après avoir réussi à constituer une communauté de médecins qui utilisent quotidiennement Medavise, notre métier cette fois-ci, c'est d'organiser des parcours dans les équipes de soins, que ce soit des équipes de soins primaires, des maisons de santé pluriprofessionnelles, des communautés professionnelles territoriales de santé, ou demain des équipes de soins spécialisées. Notre métier, c'est une fois que cette communauté s'organise, que des porteurs de projets décident de construire un projet de santé et de délivrer différentes missions sur leur territoire, et bien c'est d'aller piocher dans la boîte à outils qu'on vient d'avoir, 1, 2, 3, 4, parfois les 5 modules, pour construire, pour donner corps à ce projet de santé et permettre aux professionnels de santé de travailler ensemble. Parce qu'on a une conviction, c'est que la révolution du numérique en santé, elle se fera non plus à l'échelle de la patientèle, à l'échelle de la relation entre le médecin et ses patients,
mais plutôt à l'échelle de l'équipe de soins. C'est elle qui sera le plus porteur de sens et d'amélioration des indicateurs de santé publique. Parce que si on regarde un peu dans le rétroviseur, depuis 7 ou 8 ans, ce qui occupe beaucoup le numérique en santé, ça a été la révolution à l'échelle de la patientèle. Si je prends juste la prise de rendez-vous en ligne, ça a été une évolution majeure à l'échelle des cabinets médicaux et à l'échelle des patients. Ça a été une évolution majeure, sauf que on peut légitimement se demander quelle a été l'amélioration apportée par cette prise de rendez-vous en ligne au système de santé. Idem pour la partie téléconsultation, finalement, qui est une partie de notre métier. C'est encore quelque chose qui est organisé entre un médecin et son patient. Nous, ce que l'on souhaite, puisque là aussi, en bon start-upper, on veut changer le monde parce qu'on est frustré, on est assez frustré de voir que, justement, les indicateurs de santé, on peut changer avec ces outils numériques. Donc notre vocation, c'est, avec nos outils numériques, aller voir des équipes de soins et leur permettre, cette fois-ci, d'améliorer les parcours, de fluidifier les parcours, de trouver du temps médical, de favoriser la coordination pour, cette fois-ci, avoir un vrai impact sur les indicateurs de santé. Et donc il y a 2 parcours que je voulais vous présenter aujourd'hui. Un premier sur le premier recours, sur une équipe donc à l'échelle d'une communauté professionnelle territoriale de santé, qui sont, comme vous le savez, un mouvement majeur sur les territoires et un programme ambitieux de création de ces fameuses CPTS, et une première success story avec, je pense, une des premières CPTS de France, non seulement en date, puisque ça fait 2 ans qu'on l'accompagne, et je pense qu'elle faisait partie des 10 premières CPTS conventionnées, celle de la CPTS Loire-Val-d'Yonne-Morvan, c'est dans la Nièvre, en Bourgogne-Franche-Comté, mais également une des premières CPTS, à mon avis, en termes de maturité organisationnelle, qui a su vraiment construire, avec notre concours, on est extrêmement fiers de l'avoir fait avec eux et pour eux, un parcours qui change la donne aussi sur la notion des soins non programmés, puisque là on touche vraiment à ce qui est de l'accès aux soins sur les territoires, ce qui fait partie des missions socle des CPTS, c'est d'organiser cet accès aux soins, mais qui fait partie également d'un programme national majeur qui s'appelle le service d'accès aux soins, qui présente certaines complexité, ce service d'accès aux soins, dans la façon dont il est normé au niveau national. C'est non seulement le fait d'être là aussi, de faire appel à cette notion d'agenda, ce qui pourrait pour certains paraître un peu hérétique, parce que quand vous parlez de soins non programmés, si vous dites que vous souhaitez les reprogrammer, voilà, reprogrammer le non programmé, ça nous paraît un peu hérétique. On a d'autres façons de faire, ce qu'on a fait avec cette CPTS. Et puis aussi le côté que ce soit un guichet entre guillemets, ouvert aux patients, ne valorisant pas les autres acteurs du territoire, ça posait problème aux porteurs de projets de cette CPTS, les docteurs Blais et Michel Serin. Et donc on a conçu avec eux un système un peu différent. Ils ont souhaité en fait reprendre leur destin en main, oublier un petit peu ce qui leur tombait du national et essayer d'imaginer comment eux voyaient les choses. Et ils voyaient les choses avec 2 singularités, et c'est le parcours qu'on a construit ici. La première singularité, c'est de non pas le raisonner en reprogrammant le non programmé, en allant entre guillemets consommer des créneaux d'agenda, mais en travaillant plutôt sur la notion d'interstitiel. C'est-à-dire de trouver du temps médical, non pas sous forme de créneaux d'agenda, mais en interstice dans le temps du médecin, avec une logique un peu différente. Et la deuxième singularité, c'est qu'ils ont dit on ne va pas essayer de raisonner en termes de guichet ouvert aux patients, on va raisonner en tant que comment on peut travailler ensemble avec des premières lignes qui sont confrontées aux soins non programmés, avec 2 cohortes en particulier, celles que vous voyez sur la gauche, que sont les infirmiers, puisque dans la journée d'une infirmier, quand vous avez 40 ou 50 rendez-vous de soins, il y en a une bonne partie dans ces rendez-vous qui vont être des situations de soins non programmés qui ont besoin justement de la mobilisation de la communauté médicale. Les pharmaciens également ont quotidiennement dans leur officine des patients qui passent le pas de l'officine et sont en situation de soins non programmés. Et donc ces médecins ont souhaité s'organiser de façon interstitielle, donc en utilisant la régulation téléphonique, pour travailler avec ces professionnels de entre guillemets, première ligne dans les soins non programmés, les infirmiers et les pharmaciens. Et on arrive sur un système qui a tout de suite créé l'adhésion par rapport aux difficultés que peuvent avoir
d'autres modalités d'accès aux soins non programmés, créent une adhésion entre tous les professionnels. Ici du coup, les infirmiers et pharmaciens, mais également on aura en deuxième rideau les sages-femmes et kinés, qui sont valorisés dans cette approche et cette coordination des soins non programmés plutôt que d'être un peu marginalisés, et la mobilisation des médecins généralistes qui n'ont pas à qui on n'a pas demandé un effort supplémentaire, ou à qui on n'a pas demandé de déprogrammer leur journée pour réserver des créneaux d'agenda qui sont aujourd'hui compliqués à trouver. Donc on a eu une vraie adhésion de tous les professionnels, et je pense que c'est ça la source du succès de cette CPTS qu'on accompagne depuis 2 ans maintenant. La deuxième success story que je voulais vous présenter, elle n'est pas sur le premier recours comme on vient de voir, mais elle est sur le second recours. Puisque là on vient de voir que des infirmiers ou des pharmaciens vont pouvoir rapidement avoir accès à une ressource médicale territoriale qui va être organisée par le territoire, mais rapidement, si on monte un peu d'un étage dans le parcours de soins, on peut très facilement imaginer que des médecins généralistes sont aussi quotidiennement dans une situation de second recours où, pour prendre un exemple, un médecin généraliste qui fait un électrocardiogramme à un patient, le CG sort avec une courbe qui pose problème. J'ai besoin d'orienter mon patient, j'ai besoin de me déterminer et d'aider mon patient à organiser la suite de son parcours. Et là, traditionnellement, ce médecin généraliste est un peu laissé au dépourvu, soit il va essayer de joindre 1 ou 2 cardiologues de son réseau pour, s'il peut réussir à les avoir, pour l'aider à se déterminer et à orienter son patient. Mais plus traditionnellement, ça se termine avec une lettre de recommandation qui est remise, une lettre d'adressage qui est remise au patient, et puis charge au patient de se débrouiller pour trouver un rendez-vous dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 3 semaines, mais charge au patient de se débrouiller, qui est rarement une solution satisfaisante. Et donc la deuxième success story, qui n'en est pas encore une puisqu'elle est en phase de lancement, elle est sur la rampe de lancement, ce lancement qui aura lieu le 5 janvier 2022, donc dans quelques semaines maintenant. C'est un accompagnement que l'on a réalisé d'une équipe qui est portée par un membre de la MIMS, Dr Patrick Essac, je ne sais pas s'il est là, il était là tout à l'heure, qui est cardiologue, et qui est un déploiement qui est réalisé sous le haut patronage de la MIMS. C'est la première équipe de soins spécialisée en cardiologie qui va être montée donc, par le docteur Assiag et différents professionnels autour de lui en Île-de-France. Et ça va être une vraie révolution pour le second recours, puisque cette équipe qui est organisée autour du docteur Assiag et qui a vocation demain à accueillir les 300 cardiologues d'Île-de-France, va s'organiser pour orchestrer les disponibilités des médecins, les joignabilités des médecins et la façon dont ils peuvent s'offrir à une population qui est cette fois-ci non plus les infirmiers ou les pharmaciens du territoire, mais qui va être les médecins généralistes du territoire. Et là, on parle en Île-de-France d'une population la cible, c'est 15 000 médecins généralistes en Île-de-France. Et donc, dans les faits, ça va ressembler à une application qui va être sur le smartphone des généralistes d'Île-de-France, qui vont pouvoir tout de suite appeler cette équipe de soins spécialisée en cardiologie, qui mobilise de cette équipe de soins une première équipe de régulateurs qui vont pouvoir prendre en charge le généraliste et lui répondre dans l'instant, pendant que le patient est toujours à côté de lui dans le cabinet, pouvoir apporter un premier rideau de réponse en appliquant le protocole de l'ESS. Mais ce régulateur va aussi pouvoir escalader cette demande ou cet appel du médecin généraliste vers le pool des cardiologues. Et avec notre logiciel d'orchestration téléphonique, on va pouvoir trouver le médecin cardiologue qui va pouvoir prendre en charge cette escalade réalisée par le régulateur. Et ensuite, le cardiologue, après un échange oral avec le régulateur ou avec le médecin généraliste directement, va pouvoir décider de la suite qu'il va donner au parcours. Cette suite, ça peut être soit une téléconsultation, le cardiologue est capable de consacrer les 5 prochaines minutes ou les 10 prochaines minutes à faire une téléconsultation assistée avec le médecin généraliste et le patient qui est à ses côtés pour faire un vrai acte de téléconsultation plutôt que de renvoyer à plus tard cette consultation. Mais ça peut être aussi
une téléexpertise. Si le médecin cardiologue souhaite se donner plus de temps et souhaite plutôt faire une analyse sur dossier, le médecin généraliste va pouvoir émettre une demande de téléexpertise via Medavise pour que le cardiologue puisse, à tête reposée, émettre son avis. Mais ça peut être aussi, tout simplement, écoutez, votre patient il ne va pas bien, je vais le recevoir, envoyez-les-moi, à 17h, je vous le prends en charge. Donc quelque chose qui va être extrêmement souple d'organisation, parce qu'on mobilise ces 3 véhicules, téléconsultation, téléexpertise et adressage, et que le choix du type d'acte qui va être réalisé est fait de manière très souple, très dynamique, puisque c'est au cours d'un échange oral téléphonique entre le médecin généraliste, le régulateur et le cardiologue que ça va se décider. Donc sans forcément scléroser le dispositif avec des choses qui sont trop figées, c'est vraiment lors de la première conversation, et ça peut durer quelques secondes, quelques dizaines de secondes, quelques minutes tout au plus, que les 2 professionnels vont décider ensemble de la suite de parcours. Et ça, c'est vraiment du non programmé. Ça, c'est vraiment une fluidification du parcours de soins. Et on en attend énormément. Donc, on est vraiment heureux de pouvoir donner corps à un premier projet, comme je le disais, porté entre autres par la MIMF, par la MIMS, un projet porté par l'un d'entre vous, donc le docteur Patrick Assiag, et donc ce lancement qui sera réalisé le 5 janvier de la première équipe de soins spécialisés en cardiologie. Voilà, donc c'était les 2 parcours que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Donc à nouveau, une boîte à outils, une communauté de 9000 médecins qui s'organisent, qui donnent corps à des projets de premier recours avec des choses vraiment différenciantes et qui arrivent à mobiliser tous les professionnels de santé sur les territoires et les CPTS en particulier. Et sur le 2e étage de la fusée, sur le second recours, on partage la vision de la MIMS et de la CSMF sur l'intérêt des équipes de soins spécialisées, qui sont aujourd'hui une notion encore non normalisée, non conventionnée. On espère bien que les négociations conventionnelles vont très prochainement donner vraiment une existence pérenne et financer ces dispositifs d'équipes de soins spécialisées. Et on est heureux de pouvoir en faire la démonstration avec la MIMS, avec l'équipe du docteur Assiag, et montrer tout l'intérêt de ce type de dispositif sur la cardiologie en Ile-de-France, mais également sur toutes les autres spécialités et sur toutes les autres régions à terme. Voilà, je vous remercie. Merci Mathieu de nous avoir fait rêver, parce que si le premier recours devient fluide et si le deuxième recours devient fluide, alors quel bonheur pour les praticiens. Je suppose que il va y avoir plein de questions, donc si quelqu'un veut aller vers l'un des 2 micros à votre disposition pour faire avancer un petit peu cette présentation et nous dire vos réactions que cela suscite parmi vous, nous sommes preneurs. Qui se lance ? Eh bien, s'il n'y a pas de première question, on va prendre une 2e question. En attendant que l'imagination arrive à produire quelques questions, est-ce que ce second recours, ça pourrait être applicable à d'autres spécialités? Est-ce que vous avez déjà commencé vos travaux pour envisager l'amélioration du 2e recours dans d'autres spécialités et lesquelles? Alors, à ma connaissance, ce projet de SS Cardio en Ile-de-France est le 2e projet de SS en France, même si, encore une fois, c'est loin d'être normalisé ni conventionné. L'ARS Île-de-France a investi et finance sur fonds exceptionnels ces 2 dispositifs. La première d'entre elles, de ces ESS, est une équipe de soins spécialisés en dermatologie en Île-de-France. Je ne veux pas avoir grande visibilité sur... au niveau opérationnel, ce qui est mis en place, mais voilà, donc c'est la 2e spécialité. À notre niveau, on est déjà en discussion et en accompagnement d'autres porteurs de projets de ce type-là, un peu dans toutes les régions, sur de la neurologie, sur de la chirurgie vasculaire, sur de la néphro. Voilà, on a il y a beaucoup de cas dans lesquels aujourd'hui les espoirs ont été un petit peu déçus par la téléexpertise qui au départ avait été vraiment fléchée comme le véhicule de demande d'avis d'expertise, sauf que au-delà des difficultés
financière parce que les actes n'étaient pas forcément rémunérés à la hauteur des espérances, qui va changer à partir du 1er avril, je crois. L'acte de téléexpertise passe à 20 €, on se rapproche un petit peu des 25 €. Au-delà des difficultés financières, il y avait aussi les difficultés tout simplement de véhicule tel qu'il a été conçu, d'envoyer une demande asynchrone à un médecin ou un pool de médecins, c'est vraiment envoyer une demande, une bouteille à la mer, et ça ne répond pas toujours à l'urgence qui est celle typiquement du généraliste qui est avec son patient à côté de lui et qui doit en 5-10 minutes grand maximum pouvoir trouver une solution pour son patient, alors que la téléexpertise, vous aurez une réponse ce soir, demain, la semaine prochaine. Donc le fait d'avoir su mobiliser comme ça ces différentes briques logicielles, d'avoir cette régulation téléphonique, d'avoir cette brique de téléconsultation, d'avoir cette brique d'adressage, nous a permis de construire un parcours, enfin de co-construire, parce que vraiment ça a été un travail intense, quasiment 1 an avec le docteur Assiag, de construire quelque chose qui répond beaucoup mieux tant au médecin généraliste et le contexte dans lequel il a son patient, il faut qu'il l'oriente, que du point de vue des cardiologues, où on ne va pas leur demander de bloquer des créneaux d'agenda qui sont déjà bien saturés, ce serait un échec annoncé, mais de trouver des mécaniques plus fluides, plus interstitielles, de mobiliser leur temps. Avant de passer la parole à Jean-Daniel, juste une autre question concernant l'amélioration de la fluidité. On a tous des patients qui sont suivis à l'hôpital. Alors comment où en sont vos recherches pour améliorer la fluidité du parcours ville-hôpital ? Typiquement, ce type de parcours qu'on vient de voir, qu'on appelle aussi souvent des parcours adresseurs, pour nous, là, on l'a fait à l'échelle d'une équipe de cardiologues libéraux, mais ça a aussi tout son sens dans un parcours hospitalier. L'idée, c'est de ne pas laisser des médecins généralistes ou des patients seuls face à un agenda, une prise de rendez-vous en ligne qui est de toute façon saturée à X semaines ou mois, mais de trouver une façon différenciante. J'ajoute aussi que souvent, quand le patient va être laissé seul d'aller prendre rendez-vous avec un spécialiste à l'hôpital ou en ville, il va lui-même rajouter une brique de plus dans la sclérose de l'agenda, puisque quelque chose qui aurait pu être résolu dans les 5 minutes par un échange comme ça téléphonique ou une téléconsultation déclenchée de manière non programmée aurait pu ne pas consommer vraiment de temps médical, alors que là, finalement, de le renvoyer à l'agenda de prise de rendez-vous en ligne, c'est continuer à alimenter l'embolie des agendas. D'accord, merci beaucoup. Jean-Daniel ? Moi, je suis intéressé par ce que j'ai vu. Alors, moi, je suis médecin généraliste et je suis inscrit dans une CPTS à Metz. Et du coup, on a des outils de sollicitation. Alors, pour des rendez-vous ou des examens avec un système qui s'appelle Entracte, on est en train de mettre en place un système de téléexpertise. Le problème, c'est les ressources. Et c'est qu'effectivement, vous sollicitez, mais si vous n'avez personne derrière, c'est une bouteille qui est à la mer et ça pose le problème. Par rapport à votre régulation, moi, je ne sais pas où elle est. Et je n'ai pas compris où était ce magicien qui vous trouve des rendez-vous ou des avis, etc., et qui fait l'interface. Parce qu'on est aussi en train de parler de SaaS dans les régions, et le service d'accès aux soins, c'est typiquement à cet endroit-là qu'a priori devrait être cette ressource de régulation et d'adressage de la demande. Ok, alors d'abord, merci beaucoup pour votre question. Et puis, pour rien vous cacher, quand je disais que la CPTS de la Nièvre, la Loire-Val-de-Morvan, était une des premières de France, j'avais aussi en tête celle de Metz, où c'est vraiment très avancé dans votre déploiement. Donc bravo à vous déjà. Donc la réponse à votre question, c'est que comment on trouve des rendez-vous médicaux ? En fait, la réponse est dans la question. On ne leur demande pas des créneaux de rendez-vous. La CPT s'est organisée, donc de la Nièvre, s'est organisée avec cet outil de régulation téléphonique décentralisée. C'est-à-dire qu'on a un routeur d'orchestration qui permet de connaître la joignabilité en temps réel des médecins du territoire. Ils se sont également organisés avec un mécanisme de garde qui est aussi un petit peu innovant, qui est une extension de la PDSA, pour rien vous cacher. Et donc, ce qui fait qu'on ne leur demande pas de créneau de rendez-vous, C'est celui qui est disponible qui prend l'appel et va pouvoir, de la même manière sur les cardiologues, décider de la suite de parcours. Et bien là, le généraliste va pouvoir lui aussi décider de la suite de parcours, mais on ne lui a pas demandé de mobiliser des créneaux d'agenda, parce qu'effectivement, le SaaS, c'est la difficulté majeure aujourd'hui. Moi, la dernière fois que j'ai eu la visibilité sur les chiffres du nombre d'effecteurs
mobilisés sur les 22 projets SaaS en France, je crois que c'était 35 ou 40, alors ça, c'était il y a quelques semaines, ça a peut-être augmenté, mais on se rend compte qu'il n'y a pas de mobilisation générale pour donner de son temps. Donc il y a des discussions d'ordre notamment conventionnel. Je pense que les syndicats sont mobilisés avec l'assurance maladie pour essayer de trouver une solution à ce système-là, mais je pense que ce n'est pas qu'une histoire de valorisation de l'acte ou de majoration de l'acte, mais il y a aussi tout simplement, est-ce que vraiment on peut demander aux médecins de déprogrammer leur journée pour trouver du temps. Et on a trouvé un modèle avec cette CPTS où on demande à personne de déprogrammer sa journée. On arrive à trouver du temps interstitiel et de ne pas consommer du temps médical. Mais du coup, c'est une salariée de la CPTS ou c'est une salariée de la CPTS qui est au téléphone ou c'est simplement un robot? Non, c'est un robot, ouais. C'est un robot, oui, tout à fait. C'est un routeur téléphonique. Ouais. Merci beaucoup. Oui, bonjour. S'il vous plaît. Bonjour, François Biro, je suis médecin généraliste à Poitiers. Je suis dans une maison de santé où on est 45 professionnels, dont 9 professions différentes. On va avoir 4500 m² construits par des HLM avec 80 m² de jardin potager thérapeutique. Le problème qu'on a actuellement, c'est l'interaction avec nos professionnels, puisqu'on a beaucoup de protocoles communs. Et dans votre projet, ce qui me questionne, c'est quelle est l'interaction entre les dossiers, puisqu'on travaille déjà en consultation avec des infirmiers à domicile qui viennent nous solliciter par téléphone. Comment est-ce qu'on échange? Est-ce que votre solution... Parce que échanger une photo avec des dermatos, c'est tout un problème, il faut l'intégrer dans leur dossier. Alors, on a essayé d'intégrer au moins tous les médecins sur le même dossier, mais par contre, avec les sages-femmes, etc., ça, c'est un peu plus compliqué. Et la deuxième chose, c'est que, donc moi, je suis universitaire, je fais de l'enseignement, on fait beaucoup d'échos. Moi, ce que j'ai besoin maintenant, c'est de pouvoir accéder à un cardiologue, un radiologue, qui me permet de continuer mon examen en ligne, qui puisse éventuellement, pour un radiologue, m'aider à guider mon échoscope pour arriver à un diagnostic plus vite, pour le réorienter. Est-ce que c'est prévu dans votre système? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Alors, sur la première partie de la question, sur finalement quel est le dossier patient, donc techniquement, on en est un de dossier patient, puisque on stocke un peu de données, même 3 fois rien. C'est de la dossier patient, c'est techniquement un dossier patient, même si on n'a pas vocation à accueillir l'entièreté des dossiers. Alors certes, il y a des données qui transitent, en particulier quand il y a une telle expertise, mais on n'a pas vocation à remplacer le système de dossier partagé qui peut être en vigueur, déployé au sein de votre MSP, ou pour aller jusqu'au bout, à être le DMP. On n'a pas vocation à être ça. Nous, notre vocation et notre métier, c'est d'organiser cette orchestration du temps des différents acteurs et de le mobiliser et faire en sorte que la communication se passe. Sur la deuxième partie de votre question, comment vous pouvez trouver un cardiologue pour vous aider sur l'instant? Alors ça, c'est le cas de l'ESS Cardio, mais ce n'est pas notre métier. Nous, l'équipe du docteur Asiag sont totalement indépendants et c'est un projet qu'ils portent eux. Nous, on leur donne juste l'outil. Donc, je ne suis pas en mesure aujourd'hui de vous amener le cardiologue à Poitiers qui va vous aider à faire ça, mais je suis en mesure d'accompagner les cardiologues j'ai oublié le département, la Vienne, de la Vienne, excusez-moi pour le crime de lèse-majesté, les cardiologues de la Vienne qui souhaiteraient s'organiser et comme ça... les cardiologues, ils bossent déjà avec nous. Ce que je vous demande, c'est quels sont les moyens techniques que vous nous donnez pour avoir un cardiologue qui peut voir mon ECG ou mon écho en même temps que moi pour pouvoir interagir. C'est ça, parce que moi, les cardiologues, je les ai déjà, on a déjà le réseau. Donc, ce qu'on a besoin, c'est de moyens techniques, tout à fait. Si vous voulez, c'est ce que l'on fait, exactement. Alors, au passage, je vous invite à le voir demain. On a un atelier, je crois que c'est à 11h, où on va montrer comment ça marche et on permettra de manipuler, de voir comment ça se passe. Mais voilà, on utilise les briques logicielles qu'on a vues juste avant. Donc, le premier contact, comment on trouve le cardiologue qui va prendre votre demande, c'est d'abord par le téléphone, parce qu'on n'a jamais vu plus souple que le téléphone. D'abord pour trouver quelqu'un qui va répondre, parce qu'on sait, comme je le disais, on sait orchestrer la joignabilité des cardiologues et savoir qui va pouvoir prendre en charge l'appel. Mais en plus de ça, la beauté du téléphone, c'est que le protocole, il se fait quasiment dans l'instant, dans la communication orale entre vous et le cardiologue. Donc vous allez ensuite pouvoir déclencher une téléconsultation, puisqu'une fois que le cardiologue vous a commencé à échanger avec vous, a compris ce que vous souhaitiez, d'un clic sur son smartphone, il déclenche une téléconsultation en retour pour être cette fois-ci en visio avec vous, pour que vous puissiez échanger des documents. Vous pouvez lui soumettre
le CG par le biais. Donc voilà, une fois qu'on a réussi à vous mettre en relation, et c'est ça qui est toujours le plus compliqué, parce que vous le faites probablement avec votre réseau, vous avez peut-être un ou deux cardiologues avec lesquels vous avez l'habitude de travailler, ou des copains de fac, mais une fois que vous avez fait 2 appels, ça s'arrête là, et vous pouvez difficilement passer votre journée à essayer de les appeler les uns après les autres. Ça, c'est notre métier. Merci. Franck, une dernière question. Oui, bravo déjà Mathieu. Bravo pour l'accompagnement que tu fais auprès de l'ESS de cardiologie de Patrick Assiag. Mais c'est pas facile. Et ma question, c'est ça. C'est pas facile, et tu le sais bien, puisque je t'ai invité, je suis gastro-entérologue à Reims, je travaille dans un cabinet de groupe où on est 9, on est copains comme cochons, si j'ose dire, avec le cabinet de gastro-entérologie d'à côté, où ils sont quasiment le même nombre que nous. On travaille sur des sites distincts, dans 7 sites distincts dans toute la région Champagne-Ardenne. En plus de notre cabinet principal, on fait cet effort-là. On a tous des agendas partagés. Et pourtant, quand je fais venir, je te fais venir. Quand je fais venir tes équipes, et pourtant j'ai essayé de briefer les plus jeunes de mes associés, qui sont tous un peu geeks, ça fait pchit. Et ça marche pas. Et c'est pas une critique, parce que je suis intimement convaincu que l'outil proposé est ingénieux, correspond à nos attentes, et j'ai envie de dire comment on fait pour faire plus. Parce que je me souviens les tout premiers temps de Doctolib, qui aujourd'hui trône en tête de ce que tout dont les startups rêvent. Mais je me souviens dans mon cabinet, il y a 5 ou 6 ans, d'avoir vu arriver un jeune garçon avec un t-shirt Doctolib, des baskets blanches et un costard, et qui s'appelait Stanislas, et il le recevoir en disant ton patron doit être content, et il me dit le patron c'est moi, et je me dis waouh purée, ce mec c'est incroyable, et je lui dis mais ton outil c'est compliqué. Il m'a répondu pas du tout, mon outil c'est notre outil d'agenda, désolé pour les gens de Doctolib, c'est d'une simplicité biblique, ça a rien de génial sur un plan informatique. Je suis pas informaticien du tout, je suis gastro-entérologue. Mais simplement, pour vous convaincre, vous les médecins, il faut faire du porte-à-porte, et refaire du porte-à-porte, et refaire du porte-à-porte, et venir vous voir. Et maintenant, on est très nombreux à être sur un agenda partagé, Doctolib ou un autre finalement, peu importe. Comment on fait pour aller plus loin? Alors je sais, Stéphane nous en dira peut-être un mot, qu'à la MIMS, on porte le concept de caravane de l'innovation. Mais est-ce qu'il ne faut pas qu'ensemble, nous allions faire du porte-à-porte et qu'on mette en place du compagnonnage? Parce que l'exemple de Patrick Assiag, moi j'ai envie que Patrick, avec ses équipes, ils viennent chez moi, ils viennent voir mes cardios, ils viennent voir mes confrères gastro, ils viennent voir les équipes d'à côté pour répondre à leurs problématiques, parce que quand on apporte aujourd'hui un médecin qui coule, parce qu'il ne sait pas répondre à la demande, ses journées de travail sont de plus en plus longues, et il veut juste trouver du temps médecin, du temps familial et du temps de respiration. Et je pense que ces outils-là, ça répond à son interrogation, mais il y a une crainte. Comment tu vois les choses? Je pense que là aussi, la réponse était dans ta question. Je pense que, typiquement, oui, Stanislas, au départ, a dû se prendre des volets de bois vert parce que ce qu'il proposait n'avait jamais été envisagé et que jamais, moi, médecin, je ne ferais autrement. Donc, quelque part, c'est notre vie quotidienne de pouvoir convaincre de faire différemment. Et c'est pour ça qu'on fait ça. D'ailleurs, c'est parce qu'on aime ça. On a cet esprit de conquête et cette envie de changer les choses. Ensuite, moi, je suis intimement convaincu que le projet qu'on est en train de réaliser avec Patrick Assiag, une fois qu'on aura démontré tout l'intérêt du modèle pour tout le monde, d'abord pour les tutelles, d'un point de vue santé publique, ensuite pour les médecins généralistes qui vont pouvoir vraiment fluidifier le parcours de leurs patients, mais ensuite intérêt pour les cardiologues eux-mêmes, parce que ce qui est important de noter ici, c'est qu'il y aura une publication de résultats, donc on pourra jauger vraiment ce qui sortira de cette expérimentation, et entre autres ce qui ressortira, on l'espère, c'est aussi des gains financiers pour le cardiologue. Puisqu'aujourd'hui, sur un système où tu demandes juste à un cardiologue de bloquer un créneau de soins non programmés dans son agenda pour l'offrir à un patient qui n'est pas le sien, c'est poche gauche, poche droite. J'allais toucher ma consultation dans le premier scénario, on me demande de faire différemment, de l'offrir à quelqu'un d'autre, mais je vais gagner la même somme au départ. Nous, ce que l'on souhaite pouvoir mesurer avec ce dispositif, c'est que ces téléconsultations non programmées déclenchées vraiment de manière interstitielle, ces téléexpertises, elles se rajoutent aux revenus sans consommer
sans consommer du temps médical. Donc on a vocation, on espère pouvoir démontrer, chiffre à l'appui, que c'est le gain de tout le monde, et y compris le gain financier des médecins spécialistes. Donc effectivement, tant qu'on n'a pas ce tableau et ce retour sur investissement, c'est dur à convaincre. Mais voilà, l'équipe de Dr Assiag est vraiment mobilisée. Ils sont déjà, je vois, une petite dizaine à avoir souscrit au dispositif. Et puis on a bon espoir que tout ou partie des 300 cardiologues d'Île-de-France rejoignent le mouvement. Mais on est convaincu qu'une fois qu'on aura publié les résultats, dont les résultats financiers pour le cardiologue, ce sera forcément plus facile une fois qu'on aura fait la démonstration de ce système. C'est vraiment une grande première. Merci beaucoup Mathieu merci beaucoup, merci pour cette présentation. Et donc je pense que c'est vrai, comme l'a dit Franck, que la caravane de l'innovation que la MIMS organisera pour faire connaître justement tous ces outils permettra une meilleure connaissance et une meilleure appropriation de ces outils. Mais le compagnonnage sera aussi un moyen incontournable d'assurer leur meilleure connaissance et leur meilleure appropriation. Je vous souhaite un excellent appétit et je vous donne rendez-vous pour 14h30 avec la prochaine conférence AG2R consacrée à la prévention. À bientôt, merci beaucoup de votre écoute.